On plonge aujourd'hui dans un dossier qui nous amène en 2026 au cœur de Montréal. La ville est aux prises avec une double crise qui semble insoluble. D'un côté, une pénurie de logements abordables qui est vraiment criante, et de l'autre, un manque de main-d'œuvre qualifiée dans la construction qui paralyse tout. Alors, face à ce mur, les documents qu'on a épluchés pour cette analyse explorent une transformation assez radicale dans la manière même de construire nos habitations. On va décortiquer comment une technologie, la préfabrication, est en train de changer la donne. Vous mettez le doigt dessus. Et ce qui est frappant dans les sources, c'est que cette solution n'est pas juste une option. Elle est présentée comme la réponse structurelle à ces crises. Notre mission, c'est de comprendre comment la préfabrication volumétrique intérieure, c'est le terme technique, est positionnée pour tout changer. Pas juste les délais et les coûts, mais aussi l'impact social et même la souveraineté économique du Québec. C'est tout un écosystème qui bascule. D'accord, alors commençons par la base. Les sources insistent beaucoup sur ce terme, préfabrication volumétrique. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? En quoi c'est différent de l'image un peu vieillotte de la maison préfabriquée qu'on a tous en tête? C'est une excellente question, parce que la différence est fondamentale. On ne parle pas de simples panneaux en kit qu'on assemble péniblement sur un chantier boueux. Non, on parle de modules tridimensionnels, de volumes complets. Des volumes entiers. Oui, l'analogie qui revient tout le temps dans les documents, c'est celle des blocs Lego. Imaginez qu'on fabrique en usine des blocs quasi finis. C'est-à-dire? Une salle de bain avec sa plomberie, ses tuiles, son lavabo, une cuisine avec ses armoires, ses comptoirs, parfois même un studio complet. Ces modules, on les transporte par camion, puis on les grute et on les empile sur le site. On sort donc complètement du chantier traditionnel en fait. Complètement. Le balai incessant des différents corps de métier, vous savez, le plombier qui attend l'électricien, qui lui-même attend le plâtrier, tout ça est remplacé par un assemblage en chaîne, dans un environnement industriel, contrôlé, à l'abri des intempéries. Et ce qui est fascinant, c'est qu'un chiffre revient partout. La finition intérieure qui représente normalement 60% du temps de construction. 60%, c'est énorme, hein. C'est énorme. Eh bien, sa durée est réduite de moitié. C'est une optimisation du processus qui était impensable il y a 10 ans. On ne construit plus sur place, on assemble. Cet aspect de la vitesse, c'est vraiment un des points qui frappe le plus à la lecture. Mais au-delà des pourcentages, est-ce qu'on a des exemples concrets à Montréal? Est-ce que les sources citent des projets? Absolument. L'exemple qui revient sans cesse, c'est le projet Avenir la Chine. C'est un cas d'école. D'accord. On parle d'un complexe de logements abordables de 4 étages. Normalement, un projet comme ça, c'est entre 18 et 24 mois de chantier. Oui, le standard. Avec l'approche modulaire, la livraison totale s'est faite en 11 mois. Et le plus spectaculaire, c'est que l'assemblage des 40 unités sur le site, l'opération de grutage, ça a pris seulement 10 jours. 10 jours. Pour un bâtiment de 4 étages. 10 jours. Pour voir le bâtiment sortir de terre, c'est stupéfiant. C'est fou. J'imagine que ça a un impact direct sur les coûts. Pourtant, un des articles soulignait un paradoxe. Les modules eux-mêmes sont pas forcément moins chers à produire. Alors d'où vient l'économie? Le paradoxe est bien réel. L'économie, elle se fait pas sur le coût des matériaux, elle se fait sur tout ce qui gravite autour. Les sources chiffrent une économie globale de 10 à 15% sur le budget total. D'abord, on réduit drastiquement les imprévus. Un chantier à l'abri, avec des processus industriels, c'est un chantier sans les retards coûteux liés à la météo. Logique. Ensuite, et c'est le nerf de la guerre pour un promoteur, la vitesse veut dire que les revenus locatifs rentrent beaucoup plus tôt. Un des rapports le dit très clairement, les loyers sont perçus dès le 9e mois au lieu du 18e. Ah oui, ça change toute l'équation de rentabilité. C'est un gain financier colossal. Ce qui est fascinant dans les sources, c'est que ce n'est donc pas juste plus rapide ou moins cher, c'est que ça redéfinit complètement la notion de chantier. On ne parle plus d'un projet qui perturbe un quartier pendant 1 an et demi. Exactement. On parle d'une opération quasi chirurgicale de quelques semaines, Et ça nous amène au troisième impact, l'impact social. qui est souvent sous-estimé. Les documents le quantifient. On parle d'une réduction des nuisances de voisinage, le bruit, la poussière, le trafic, de l'ordre de 70%. 70%. Et pour en revenir à Avenir la Chine, une étude d'impact sonore a mesuré une réduction du stress auditif pour les résidents de 85%. On remplace des mois de bruit de scie par quelques semaines d'assemblage. Pour la qualité de vie, la différence est énorme. Et si on relie ça à la crise du logement, on voit bien comment tous ces avantages s'additionnent. Ils sont même essentiels. Cette rapidité, c'est la seule voie crédible pour que la ville de Montréal atteigne son objectif de créer 20% de logements hors marché. Sans ça, ça reste théorique.
Et il y a d'autres exemples, hein. Oui, les documents citent aussi une tour de logements étudiants au centre-ville, construite avec une structure hybride, un noyau en béton et des modules de chambre préfabriqués. Ah oui. Et l'avantage? L'avantage inattendu, c'est que chaque chambre est un cocon isolé. La performance acoustique est bien supérieure aux cloisons traditionnelles. Un autre cas fascinant, c'est un projet de densification douce arrosement. De petites unités modulaires sont insérées en fond de cour. Ça permet d'ajouter des logements sans démolir le patrimoine. Une approche chirurgicale, comme vous disiez? C'est tout à fait ça. Ça semble presque trop beau pour être vrai. J'imagine que les sources ne brossent pas un portrait entièrement rose. Il doit y avoir des freins, des obstacles. Bien sûr, on ne change pas une industrie aussi massive d'un claquement de doigts. Les articles identifient 4 freins majeurs. Le premier? Le premier est réglementaire, le zonage municipal. Plusieurs villes, surtout en couronne nord, ont des règlements qui interdisent l'apparence préfabriquée pour préserver un certain cachet architectural. D'accord. Le deuxième obstacle, c'est le code du bâtiment. Et là, la question est très concrète. Comment un inspecteur peut approuver un bâtiment s'il ne peut pas vérifier ce qu'il y a derrière les murs? Le câblage, la plomberie, tout est scellé en usine. C'est une question cruciale qui a longtemps tout bloqué. Le troisième frein est financier. Les banques, elles, sont habituées à débloquer des fonds au fur et à mesure que ça avance sur le terrain. Elles sont frileuses à l'idée de financer des modules qui sont encore dans une usine. Exactement. Et enfin, le quatrième obstacle est purement logistique. Transporter des modules de 14 pieds de large sur nos routes, c'est une opération d'envergure. Ça nécessite des escortes, des permis de nuit, c'est complexe. On voit bien la complexité. Mais bon, on est en 2026. Comment est-ce que l'écosystème s'est adapté pour surmonter ça? Alors, chaque obstacle a vu émerger sa propre solution. Pour le zonage, les sources décrivent une fracture qui se dessine. D'un côté, il y a ce qu'elles appellent les villes visionnaires, comme Montréal, la Chine, Longueuil, qui ont assoupli leurs règles. De l'autre, les villes restrictives, qui campent sur leur position. Ça crée un patchwork réglementaire. Et pour le problème de l'inspection des murs scellés, ça me semble être un nœud majeur. La solution est venue d'une nouvelle norme, la certification CSA A277. C'est en train de devenir le standard. CSA à 277. En gros, des inspecteurs certifiés se rendent directement dans les usines et auditent tout le processus de fabrication. Une fois qu'un module reçoit son sceau CSA, il est reconnu par la Régie du bâtiment du Québec. L'inspecteur municipal n'a plus besoin d'ouvrir les murs. Ah, d'accord. La certification garantit la conformité. C'est un changement de paradigme complet. C'est ça? C'est fascinant de voir comment chaque obstacle, réglementaire, financier, logistique, trouve sa propre solution. Ça me fait penser un peu au commerce en ligne qui a dû inventer des systèmes de paiement sécurisés pour décoller. C'est une excellente analogie et elle s'applique aussi au financement. Face à la frilosité des banques, on voit l'émergence de ce que les documents appellent les prêts modulaires. Des produits financiers sur mesure. Exactement. Conçus pour couvrir les coûts en usine avant même que la première pelle touche le sol. Et pour la logistique, des plateformes numériques se spécialisent maintenant dans l'optimisation des convois. L'innovation est partout. Donc ce n'est pas seulement une technique de construction. C'est toute une chaîne logistique, financière, réglementaire qui se met en place. Mais un des articles va encore plus loin. Il présente ce virage comme une stratégie de souveraineté économique pour le Québec. Ça semble ambitieux. Ça l'est, mais c'est très logique. Ça veut dire qu'on transforme une contrainte commerciale en une opportunité industrielle. Expliquez-nous ça. Pour bien comprendre, il faut se souvenir du contexte de 2025-2026. Les analystes parlent de tarifs douaniers américains sur notre bois d'œuvre qui peuvent atteindre 45%. Et des surtaxes sur l'acier, l'aluminium. Une vraie guerre commerciale. Oui, et la construction modulaire vient jouer un rôle là-dedans. La logique, c'est la suivante. Plutôt que d'exporter nos ressources brutes, notre bois, notre acier et subir ces taxes, on les utilise ici, au Québec. Pour fabriquer des produits finis à haute valeur ajoutée. Tout à fait. Les modules de logement. C'est une stratégie de, disons, protectionnisme intelligent. Ça crée une demande locale pour nos ressources, ça soutient nos travailleurs forestiers, nos aciéries. Le Québec, qui est déjà un leader mondial du bois massif d'ingénierie, le CLT. Le bois lamellé-croisé. Voilà. Il trouve ici un débouché naturel et local. Une crise commerciale devient paradoxalement un moteur pour l'économie d'ici. C'est une perspective vraiment intéressante. Pour qu'on saisisse bien l'ampleur du changement, les sources proposent un tableau comparatif. Si on met les deux méthodes face à face sur quelques indicateurs de performance, ça donne quoi? Les chiffres sont sans appel. Prenons la précision.
Sur un chantier traditionnel, la tolérance, c'est environ plus ou moins 25 mm. Oui, Avec le modulaire, grâce à l'utilisation de jumeaux numériques, des modèles 3D ultra détaillés, on atteint une précision de plus ou moins 2 mm, 2 millimètres, c'est un monde de différence. 10 fois plus précis. Et pour le gaspillage, c'est un enjeu énorme dans la construction. C'est un des gains les plus spectaculaires. Un chantier classique, c'est environ 15% de gaspillage de matériaux, à cause des découpes, des vols, de la météo. Et en usine, En usine où chaque coupe est optimisée par des algorithmes, ce gaspillage chute à moins de 2%. moins de 2%, c'est incroyable. Et enfin, le point crucial aujourd'hui, la performance énergétique. Là aussi, l'avantage est net. Comme les modules sont assemblés et scellés dans un environnement contrôlé, leur étanchéité à l'air est bien meilleure. Les rapports parlent d'une performance énergétique supérieure de 20% en moyenne. Et pourquoi est-ce que ce gain de 20% est si important, au-delà de l'économie sur la facture de chauffage? Parce que cette performance, elle a un impact direct sur la viabilité financière des projets de logement abordables. Comment ça? Elle rend les bâtiments admissibles aux subventions les plus élevées de programmes comme Logis Vert d'Hydro-Québec ou APL Select de la SCHL. C'est un cercle vertueux. Je vois. La technologie améliore la qualité, ce qui débloque des incitatifs financiers plus importants, ce qui rend les projets de logement abordables plus faciles à financer. On ne change pas juste une technique, on change le modèle économique qui la soutient. C'est un changement de système. Pour les quartiers et, en plus, un levier stratégique pour l'économie québécoise. Une évolution qui, au fond, a été rendue inévitable par le contexte. Pour conclure, une pensée pour la réflexion. Les sources évoquent à plusieurs reprises une inspiration, un fantôme qui plane sur tous ces projets. Habitat 67. Le projet visionnaire de Moshe Safdie, pour l'Expo, Exactement. Une utopie architecturale pour son époque. Magnifique, mais complexe et très coûteuse à réaliser. Ce qui est fascinant, c'est que cette idée de modules habitables empilés, aujourd'hui, elle est rendue non seulement possible, mais économiquement viable par les technologies et les crises de 2026. c'est vrai. Et ça soulève une question. Si la technologie permet aujourd'hui de concrétiser cette vision, quelles autres grandes idées architecturales du passé, qu'on a jugées utopiques en leur temps, pourraient devenir les solutions pratiques pour nos villes de demain ?